Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview où nous nous demanderons ensemble quelle est la fiscalité applicable à la cession d'œuvres d'art. Différents types de fiscalité peuvent exister. Nous nous demanderons ensemble quelles sont les plus avantageuses donc lorsque l'on cède une œuvre d'art. Une question que nous poserons à Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale à Bray de Banque Privée. Et enfin, nous finirons avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui s'intéressera, lui, à l'investissement en private equity pour les particuliers, avec un focus notamment sur la liquidité de cet investissement pour les particuliers. Nous en parlerons avec Dominique Collot, directrice marketing et communication chez Suravenir, mais aussi avec Aurélia Lovadina, responsable de la distribution chez Altaroc. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine comme toutes les semaines. Alors que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille ? Alors c'est selon les informations de Bloomberg, le fonds détenteur de la maison de vente aux enchères Bonhams souhaiterait explorer la possibilité de vendre cette maison de vente. La société de capital investissement Eperis travaillerait donc avec les conseillers de JP Morgan, selon les sources consultées par Bloomberg. Eperis chercherait à valoriser Bonhams à environ 1 milliard de dollars. Voilà, mais en revanche, les délibérations sont encore à leur début. Il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à cette transaction. Et les représentants d'Eperis et de JP Morgan ont refusé de commenter. Si on revient sur Bonhams, justement, Bonhams qui s'est beaucoup développé dernièrement, Sybille. Oui, c'est une maison de vente aux enchères qui a été fondée donc à Londres en 1793. Bonhams est l'une des maisons de vente aux enchères les plus anciennes. Et l'année 2022 a été assez exceptionnelle, atteignant les plus hauts résultats de son histoire avec 1 milliard de dollars de résultats de vente. C'est un bond de 27% par rapport à 2021. Et cette croissance s'explique aussi par un grand nombre d'acquisitions en 2022. L'américaine Skinner, les Scandinaves Bukowski et Brun Rasmussen et aussi la française Cornette de Saint-Cyr. On continue avec les actualités du monde de l'art. Sybille, une œuvre de Bruegel a été découverte. Oui, alors ça fait partie des belles histoires du monde de l'art. Le tableau L'avocat du village de Peter Bruegel le Jeune n'avait pas été vu du public depuis une centaine d'années. La toile était donc inconnue du marché de l'art. Elle a été retrouvée lors d'un inventaire réalisé par le commissaire-priseur Malo de Lussac qui travaille pour Daguerre dans le Val-de-Loire. Il a retrouvé l'œuvre auprès de particuliers français en octobre dernier et depuis elle a été expertisée d'abord par le cabinet turquin mais aussi par le spécialiste de Bruegel, Klaus Hertz. Le tableau est surprenant par sa taille parce qu'il mesure 1,12 m sur 1,84 m. C'est à peu près le double de tous les tableaux réalisés par Bruegel sur ce thème. Et ces tableaux-là, qui sont alors plus petits, ont déjà rejoint les collections du Louvre, du Musée des Beaux-Arts de Bruges, et les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. Et le commissaire-priseur ne cache pas aussi son émotion d'avoir retrouvé un tableau, une toile de près de 5 siècles en très bon état. Et donc pour son premier passage sur le marché, elle est estimée à 600 000 ou 800 000 euros. Et la vente est prévue le 28 mars prochain à Drouot, avec une possibilité de voir l'œuvre déjà dès le 11 mars. Et une œuvre donc qui a été découverte, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune connaissance de son existence avant de la découvrir. Exactement. Et on finit avec les actualités du monde de l'art, toujours avec vous, Sybille. Une vente Tintin s'ouvre chez Arcurial. Voilà, c'est Arcurial qui dévoile pour la première fois aux enchères une œuvre exceptionnelle, un dessin original réalisé par Hergé en 1942 pour la nouvelle couverture de Tintin en Amérique. Elle est ensuite reprise 4 ans plus tard, en 1946, pour la première édition en couleur de l'album. Tintin en Amérique est le 3e album des aventures de Tintin qui a été réalisé et c'est l'un des albums les plus vendus de la série. Ce dessin à l'encre de Chine est estimé entre 2,2 et 3,2 millions d'euros. Et encore aujourd'hui, 80 ans plus tard, ce dessin est toujours utilisé pour la vente de cet album en librairie. C'est le lot numéro 12 de la vente. Il est sûrement le lot le plus prisé
de cette vente dédiée à l'univers de Tintin menée par Arcurial. Arcurial détient les records du monde aux enchères des ventes d'œuvres d'Hergé. La maison a connu notamment la vente d'une plus petite version en 2008 pour plus de 700 000 euros et ensuite en 2012 la vente de cette même version petite pour 1,3 million d'euros. Version de Tintin en Amérique, des aventures de Tintin en Amérique. Merci beaucoup Sybille donc, pour ces actualités du monde de l'art et nous avons le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Yasmina Brasseur. Bonjour Yasmina Brasseur. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes ingénieur patrimonial à Bred Banque Privée et nous allons nous poser une question ensemble. Combien coûte la cession d'une œuvre d'art? Alors, il y a effectivement différentes manières d'appliquer la fiscalité liée à la cession d'une œuvre d'art, mais avant de rentrer dans le détail, il y a une idée reçue souvent sur la collection d'œuvres d'art, c'est que ça pourrait être exonéré de fiscalité. C'est vrai ça arrive dans certains cas? Exonéré, donc à quelques cas en effet. Premier cas, c'est le montant. Donc toutes les cessions inférieures à 5 000 euros, elles ne sont pas taxables. D'accord. Alors quand on dit 5 000 euros, c'est par œuvre. Donc il faut faire attention, s'il y a des lots, en revanche, on va prendre le lot global. D'accord. Si c'est des lots d'œuvres indissociables, par exemple l'argenterie, voilà, la porcelaine, là dans ce cas, on va faire vraiment par œuvre. Et sinon, c'est 5 000 euros. En dessous de ce montant, vous n'êtes pas taxé. Deuxième exonération, si vous le vendez à un musée, à une maison d'archives ou à une collectivité territoriale, vous n'êtes pas taxé. Voilà. Et troisième exonération, c'est les non-résidents. D'accord. Seuls les résidents fiscaux français sont imposés à notre chère et tendre fiscalité française. Les non-résidents, eux, y échappent. Oui, parce que du coup, dans le champ d'application de ces ventes dont on va parler, là, c'est vraiment vendeur, un particulier français en gré à gré, par exemple. Oui, ou même les œuvres étrangères, si vous avez pas que des œuvres que vous avez françaises. Ce qui compte, c'est que si le contribuable est bien un contribuable résident fiscal français, oui, il est imposable. D'accord. Et alors, du coup, là, pour la majeure partie des cas, est-ce qu'il y a un cas qui serait principal, un cas principal? En taxation? Alors, la taxation... Qu'est-ce qui se passe quand on vend une œuvre d'art? Combien ça nous coûte? C'est ça la question. Combien ça coûte? Donc la taxation, elle est automatiquement forfaitaire. Donc c'est les fameux 6% qu'on applique sur le prix de cession auquel on ajoute les 0,5%. Donc ça, c'est un peu la taxation d'office. D'accord. Il y a une possibilité d'avoir une option. Alors 6% et 0,5%, pourquoi c'est dissocié alors? Alors on a le taux de la taxation forfaitaire qui est de 6%. D'accord. 0,5%, c'est la CRDS. D'accord. Y échapper, okay. Donc le tout fait 6,5%. Ça, c'est sur les œuvres d'art, les bijoux, les tableaux. Et c'est sur le prix de vente, pardon. Là, c'est sur le prix de cession. Quelle que soit la plus-value qui soit... Quelle que soit la plus-value, on prend le prix de cession, on applique les 6% plus les 0,5%. 0,5% de CRDS. Pour les métaux précieux, c'est un petit peu plus, c'est 11%, et on retrouve encore les 0,5%. Donc ça, c'est la taxation, on va dire, automatique. Mais vous avez la possibilité d'avoir une autre taxation sur option, donc c'est sur demande, ce qu'on appelle la taxation sur plus-value de biens meubles. Donc là, la taxation ne se porte pas sur le prix de cession, mais sur la plus-value. Le taux n'est plus de 6,5%, mais on est à 19%, plus les prélèvements sociaux de 17,2% et non plus 0,5% de CRDS. Donc on a un total de 36,2%. La contrepartie de ce taux, c'est que vous avez des abattements pour durée de détention qui n'existent pas lorsqu'on est en taxation forfaitaire de 6%, 6,5% avec la CRDS. Et l'abattement pour durée de détention, vous avez tout simplement un abattement de 5% au-delà de 2 ans. D'accord, puisque j'allais vous dire, finalement, entre 6% et 36%, le choix est vite fait en matière de fiscalité. Non, c'est plus difficile que ça. Subtilité, c'est pas si simple. Alors, pour la taxation de 6,5%, en effet, on va dire, c'est intéressant si on a une plus-value très importante, ça évite d'avoir les 19% plus les 17,2%. En revanche, pour bénéficier du régime des plus-values sur biens meubles, et donc potentiellement grâce aux abattements pour durée de détention, une exonération au bout de 22 ans, il faudra le justifier. D'accord. Et c'est là où parfois ça peut être compliqué, parce qu'on peut avoir l'œuvre depuis très longtemps dans notre patrimoine, mais si on est incapable de justifier, de dire que j'ai depuis plus de 22 ans, dans ce cas, on se retrouve à la taxation de 6,5%. Parce que plus de 22 ans, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'un... Voilà, c'est exonéré. D'être exonéré. D'accord. Si vous demandez... Cas d'exonération. Quatrième cas. C'est ça. Alors après, le quatrième cas, il n'est pas si automatique, c'est parce qu'il faut devoir le justifier, ce sont des détentions longues, etc. Mais oui, ça peut être un cas du coup d'exonération de l'œuvre.
la cession d'œuvres. Alors après, vous allez me dire comment choisir l'option. Donc là, je vais vous présenter un petit cas pratique. Bien sûr, oui. Premier cas pratique, j'ai un tableau que j'ai depuis 5 ans. D'accord ? Je décide de le vendre pour 100 000 euros. Je l'ai acquis il y a 5 ans lors d'un marché de gré à gré. Je l'ai acquis pour 30 000 euros. D'accord ? Le montant de la plus-value, 70 000 euros. 70 000. Mais si je décide d'être à la taxation, donc à l'option 1, taxation forfaitaire de 6,5, je prends mes 100 000 euros, je multiplie mes 6,5, ça me fait 6 500 euros de taxation. D'accord ? Oui. Là, on va le comparer avec le régime des plus-values sur biens meubles. Je vais aller voir si c'est intéressant ou pas d'opter pour cette option sur les plus-values sur biens meubles. Donc, je prends toujours mon montant de cession, donc 100 000 euros. Je retranche mes 30 000 euros. Tout à l'heure, on m'avait parlé de 70 000 euros Bien sûr. de plus-value. Je l'ai depuis plus de 5 ans. Donc, j'ai à peu près 15% d'abattement, parce que c'est 5% de la deuxième année. À partir de la deuxième année, donc c'est les 3 ans supplémentaires fois Exactement. 5%, 15%. D'accord. Exactement, parfait. Donc, du coup, là, on va retrancher de 15%. Donc là, ma plus-value, elle redescend à 59 500. D'accord ? Et sur ces 59 500, je vais aller appliquer les 19% plus les 17,2. Ça me fait un total 21 539 euros. Je n'ai pas calculé de tête, je l'avais pris. Oui, on se doute bien, oui. Donc là, je compare mes 6 500 euros à 21 539 euros. Là, le choix, il est rapide. Je vais aller prendre la taxation forfaitaire. Je suis plutôt gagnante. Mais si je détiens cette œuvre depuis beaucoup plus longtemps, ça peut s'inverser. Ça peut s'inverser. C'est ça, en fait. Donc, du coup, dans un cadre un petit peu d'art contemporain qu'on vient juste d'acheter dans une foire, etc., un truc qui est monté très rapidement, etc. Donc là, on va être proche de la taxe forfaitaire. Exactement. Là, vous avez tout intérêt à opter au 6,5 parce que votre détention, elle est trop courte. Là, j'ai toujours le même tableau, mais là, je l'ai acquis il y a 19 ans. Et non plus il y a 5 ans. Donc mon prix de cession est toujours à 100 000 euros, j'ai toujours acheté à 30 000 euros, donc ma plus-value est toujours de 70 000 euros. Mais là, je n'ai plus 15% d'abattement, mais j'ai 85% d'abattement. Donc dans le premier exemple, j'avais 59 500 euros de plus-value, je descends à 10 500. Et 10 500, je vais aller appliquer, du coup, ma plus-value, mon taux de 19%, plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Ça me fait du coup un total de 3 801 euros. Donc là, on va les comparer à l'option de la taxe, l'option forfaitaire de 6,5, c'est 6 500. Donc là, dans mon cas, j'ai tout intérêt à aller chercher l'option plus-value sur bien meuble. D'accord. Là, c'est plus un cas où on aurait un tableau, par exemple, familial, qu'on aurait depuis longtemps. À la condition d'avoir les justificatifs. C'est ça, parce que, par exemple, là, on a parlé de Bruegel. Si c'est un tableau, par exemple, je ne connais pas le cas de cette famille, mais s'ils l'ont reçu, ils l'avaient chez eux sans trop savoir, et qu'ils n'ont pas de justificatif derrière, alors que on sait que ça fait quand même une centaine d'années que c'est là, mais il n'y a pas de justificatif. Dans ces cas-là, là où ça peut être compliqué, parce que pour pouvoir bénéficier du régime plus-value sur bien meuble et donc cette exonération au bout de 2 ans, soit vous arrivez à prouver la date d'acquisition et le prix d'acquisition. Et le montant, oui, pour avoir la plus-value, effectivement, il faut le montant. Donc ça peut être un contrat d'achat, un acte de cession de gré à gré, une vente aux enchères, voilà, on est très bien. Soit, donc, vous n'avez pas la possibilité de prouver la date d'acquisition et le prix d'acquisition, c'est à vous de prouver que vous l'avez depuis 22 ans dans votre patrimoine. Donc vous devez prouver la date et la valeur d'entrée dans votre patrimoine. Donc là, en élément de preuve, on peut aller chercher les contrats d'assurance, s'il y en a. Et dans ce cas, dans le contrat d'assurance, il faut vraiment que ce soit détaillé. L'œuvre en question, Bien sûr, la date, le montant. On peut aller chercher un acte de donation, là, on est bon. Un acte de succession. Alors après l'acte de succession, c'est là où ça peut être un peu plus compliqué parce que souvent les contribuables ont plus intérêt à aller chercher, lorsqu'ils reçoivent une transmission d'œuvre d'art, vous avez l'option soit un inventaire détaillé, soit le forfait des meubles meublants, qui est de 5%. Oui. Donc on se dit, allez, on va tout mettre là-dedans, comme ça, hop, je paye moins de droits de succession. Sauf que du coup, le jour de la cession, il vaut mieux pas avoir un Picasso dans son héritage. Ouais, c'est ça. Autant, c'est là où il faut faire un inventaire, parce que l'inventaire, c'est un justificatif tout simplement qui va vous dire, il est rentré à telle date dans votre patrimoine et pour telle valeur. Donc c'est là où parfois les contribuables peuvent être coincés pour obtenir l'exonération. C'est le manque de justificatif, parce que souvent, par les parents, les grands-parents ou même toute personne tierce, donne comme ça une œuvre, déjà sans s'en rendre compte que ça peut être une œuvre de grande valeur, et c'est fait comme ça de main à main, sans formalisme particulier.
C'est là, du coup, vous allez vous retrouver coincé, vous ne pouvez pas le justifier. Donc, du coup, vous allez appliquer les 6,5. Là, vous aurez pu payer 0. On rappelle, pour finir, que automatiquement donc, s'applique la taxe forfaitaire de 6,5%, sauf si on demande, effectivement, de repasser sur le régime de droit commun et donc avec les meubles meublants. Merci beaucoup, Yasmina Brasseur, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial à Bray de Banque Privée. Merci également, Sybilla Ojan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et à tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet du private equity ou du capital investissement. Nous allons nous demander ensemble comment rendre le private equity accessible aux particuliers. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Dominique Collot. Tout d'abord, bonjour Dominique Collot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice marketing et communication chez Suravenir. Suravenir qui propose des solutions d'assurance vie, de retraite ou de prévoyance. Nous allons donc évoquer avec vous l'accessibilité aux particuliers du private equity, notamment via le sujet de la liquidité. On va y revenir dans un instant. Juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau Aurélia Lovadina. Bonjour Aurélia Lovadina. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable de la distribution chez Altaroc. Altaroc, pour le coup, qui est spécialisé en private equity, puisque vous êtes un fonds de private equity. Vous faites une sélection de fonds de private equity dans lesquels vous proposez ensuite à des acteurs comme Suravenir par exemple d'investir pour proposer notamment aux particuliers d'investir aux côtés d'institutionnels. Dominique Collot, on va rentrer tout de suite avec vous dans le vif du sujet. L'investissement dans le private equity n'est pas nouveau, il existe depuis longtemps, il était réservé aux investisseurs institutionnels, notamment en lien avec les tickets d'entrée pour y accéder, mais aussi en raison d'un autre sujet, ou en tout cas un autre sujet qui doit être pris en compte au niveau des particuliers, c'est que ce sont des placements longs et des placements particulièrement illiquides. Depuis la loi Pacte, on peut mettre du private equity dans des contrats d'assurance vie ou PER, mais se pose la question de la liquidité de ces placements. Alors comment fait-on pour rendre un placement par nature illiquide liquide pour les particuliers? Alors, en fait, c'est toute la question d'investir dans ce type de fonds, c'est de savoir comment on peut entrer et en sortir facilement. D'accord. Et donc tout l'enjeu porte en effet sur la liquidité. Et dans notre cas, la liquidité, quand ce fonds est investi par un assureur, c'est l'assureur qui porte, enfin qui décide en tout cas, dans notre cas c'est le cas, de porter la liquidité. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que le client, quand il va investir dans ce fonds qui sera sous forme d'unité de compte, bien sûr, au sein de son contrat d'assurance vie, il pourra y entrer et y sortir comme dans n'importe quelle unité de compte. D'accord. Et ça veut dire qu'il sortira réellement de l'investissement ou simplement Suravenir fera office d'intermédiaire finalement et restera investi mais remboursera le particulier? Alors le client est complètement remboursé. D'accord. Il peut complètement sortir et se désinvestir de cet investissement-là comme sur n'importe quel autre unique compte. En fait, c'est l'assureur qui est finalement l'investisseur institutionnel sur ce type de fonds. Avec l'addition finalement des investissements particuliers et avec des tickets d'entrée un petit peu plus réduits que si jamais on avait été sur un investissement institutionnel. Alors c'est un des intérêts en effet, c'est que pourquoi ces fonds ils commencent à arriver en assurance vie, parce que justement en portant la liquidité, en ayant la liquidité qui est portée par l'assureur, ça nous permet de mettre à disposition des unités de compte qui sont accessibles beaucoup plus facilement. En tout cas, on n'a pas le même ticket d'entrée que pour un institutionnel. L'institutionnel, dans ce cas-là, c'est l'assureur. Aurélia Lovadina, donc je le disais, hein, le métier d'Altaroc, c'est de sélectionner des fonds de private equity pour ensuite proposer donc à des investisseurs particuliers d'y investir, notamment via leur assureur. Le sujet de la liquidité, c'est un des principaux blocages que vous aviez identifié justement pour un particulier pour aller dans ce type de fonds? J'avoue qu'on peut dire que l'illiquidité est en effet un frein, et c'était sans doute le dernier frein pour que les clients privés s'intéressent à la classe d'actifs. Donc très clairement, grâce à notre collaboration avec Suravenir, on apporte au marché une innovation majeure pour l'épargne des Français. Et c'est clé aujourd'hui, dans l'assurance vie française, les épargnants ont accès à des fonds qui étaient inaccessibles hier, les meilleurs fonds mondiaux de private equity, qui nécessitent normalement des tickets d'entrée de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc c'est vraiment une innovation majeure qu'on apporte au marché. Quel intérêt pour un investisseur particulier de s'intéresser au private equity, au capital investissement?
Alors, d'abord, je dirais la performance. Historiquement, la classe d'actifs du private equity est vraiment la classe d'actifs la plus performante. Si on prend 20 ans de recul par rapport au marché actions cotées dividendes réinvestis, le private equity en moyenne fait 5 à 7% de plus que les marchés actions cotées dividendes réinvestis. D'accord, ouais. Donc clairement, sur longue période, c'est significatif. Après, on l'a dit, vous n'avez pas une valorisation quotidienne sur cette classe d'actifs, donc vous avez beaucoup moins de volatilité. Donc introduire une exposition à la classe d'actifs du private equity pour un patrimoine, ça vous permet d'aller chercher un peu moins de volatilité, de vous inhiber en quelque sorte de la forte volatilité des marchés actions boursiers. Du moment que ça Donc reste ça, un c'est investissement long terme. Exactement. Donc c'est tout le sujet, c'est-à-dire qu'on rend un investissement par nature liquide, mais ça doit rester quand même un investissement long terme pour aller chercher Tout à les fait. performances que vous mentionnez. Le fonds de capital investissement va accompagner des sociétés sur 5 à 7 ans, donc la création de valeur se fait sur 5 à 7 ans. Alors c'est bien d'avoir l'option de pouvoir sortir. On a toujours des impondérables, ça rassure, ça libère l'investissement dans la classe d'actifs. Néanmoins, comme un investissement dans les actions cotées, il faut l'appréhender sur un horizon d'investissement suffisamment long, très clairement. Dominique Collot, si je reviens un petit peu sur la stratégie d'épargne. Alors déjà, avant de parler de stratégie d'épargne, le private equity, si vous constatez que c'est quelque chose, le capital investissement en français, si vous constatez que c'est une solution d'épargne connue des détenteurs d'assurance vie ou de PER qui sont à la recherche de diversification? Alors aujourd'hui, ce n'est pas une solution qui est très très connue. C'est encore quelque chose qui n'est pas connu ni des clients d'ailleurs, ni des conseillers en gestion de patrimoine. D'accord, donc ils ne le proposent pas forcément non plus. On a encore un très gros travail pédagogique à réaliser autour de cette classe d'actifs. Mais c'est assez normal finalement, puisqu'on l'a dit au tout début de cette émission, cette classe d'actifs était réservée jusqu'à présent ou quasiment aux professionnels, aux institutionnels. Aux institutionnels. Oui. Donc c'est pas du tout étonnant que les clients ne la connaissent pas. Mais par contre, on a eu plusieurs coups de pouce en fait pour donner accès à ce type de fonds aux clients. C'était déjà en 2015 pour commencer avec la loi Macron, qui a permis de mettre à disposition ce type de fonds dans les contrats d'assurance vie. Alors, c'était très, très limité, c'était plafonné. D'accord. C'est pour ça que c'était assez compliqué à gérer pour l'assureur. Et donc, finalement, ce n'était pas forcément beaucoup proposé. Et finalement, la loi Pacte est venue déplafonner cette condition d'investissement. Et ça a permis, justement, pour nous, en tout cas, assureurs, de nous reposer la question de la liquidité. Je reboucle sur la première question tout à l'heure. Et alors, justement... ça correspond à quelle stratégie d'épargne? Si je me mets d'un point de vue très particulier, effectivement, donc j'ai le choix avec un fonds en euros, un investissement sur les marchés financiers, donc c'est une unité de compte, mais j'ai aussi des unités de compte immobilières, et puis j'ai ce non coté, finalement, cet investissement en entreprise non cotée. À quelle stratégie d'épargne cela correspond? Alors, on l'a dit, comme toute unité de compte, finalement, le client doit investir pour du long terme. D'accord. Que ce soit du non coté comme du coté. En particulier pour du non-coté. Mais la stratégie d'épargne, du coup, c'est pour ça que les assureurs commencent à s'intéresser à cette classe d'actifs-là, puisque c'est particulièrement adapté à l'assurance vie, au contrat de capitalisation, mais tout particulièrement en vue de préparer sa retraite, par exemple. D'accord. Donc au PER, par exemple. Voilà, d'accord. Exactement. Et c'est possible aujourd'hui de faire du private equity sur un PER? Tout à fait. C'est possible. Aurélia Lovadina, j'ai envie de vous poser une question stratégie d'épargne, mais peut-être un petit peu plus contextualisée. On est aujourd'hui début 2023, dans un contexte, alors effectivement les marchés boursiers font des jolies performances en ce début d'année. On voit également une inflation dont on ne sait pas encore tout à fait si on a atteint ou non le pic, même si certains économistes commencent à le dire, dans le contexte d'investissement actuel, où on voit par exemple des livrets réglementés passer à, je ne sais pas moi, 3% pour le livret A. Comment se positionne le private equity? Alors effectivement, on est sur de l'épargne longue, mais on a des questions aujourd'hui très précises sur dans quoi est-ce que j'investis face à l'inflation. Comment se positionne le private equity dans ce contexte? Alors, compte tenu des rendements que génère la classe d'actifs sur longue période, je pense qu'il n'y a pas meilleure classe d'actifs pour se protéger justement contre l'inflation. D'accord. Après, si on regarde en termes de points d'entrée, c'est vrai qu'on sort d'une année un peu plus complexe d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue cyclique. On est clairement dans une phase de bas de cycle. Et justement, d'un point de vue conjoncturel,
les points d'entrée sont plutôt très très bons dans les phases de retournement cyclique, parce que lorsque vous investissez dans un fonds de capital investissement, il va se déployer sur les 5 prochaines années, et donc c'est là où il va avoir des niveaux de valorisation qui sont bien plus attractifs que fin 2021 typiquement, et c'est là où vous allez construire les meilleurs millésimes dans les phases de retournement cyclique. Donc d'un point de vue conjoncturel, c'est très pertinent, et après structurellement... Donc début 2023, il y a des opportunités, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des très bonnes opportunités. C'est vraiment dans ces phases que les meilleurs millésimes, les millésimes les plus performants se construisent. Et puis après, d'un point de vue structurel, les fonds de capital investissement sont les champions de la croissance organique et également d'ailleurs de la croissance externe. Et ils vont aller sélectionner des entreprises qui sont accompagnées, plutôt des entreprises qui sont agiles et qui vont participer aux méga tendances qu'on voit actuellement, qui sont les changements de mode de consommation, la digitalisation ou encore les grands défis sociétaux et environnementaux. Donc on participe vraiment à créer le monde de demain. On parie sur des entrepreneurs talentueux. Dominique Collot, d'ailleurs c'est une question que je pourrais vous poser à toutes les deux, mais je vais commencer par vous la poser à vous. Dominique Collot, alors effectivement on a mis en avant des stratégies d'investissement, on a mis en avant une performance. Quand on parle de performance, moi j'aime bien parler de risque aussi, qu'au moins avoir en tête quand on va sur un type d'investissement. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Quel risque faut-il avoir en tête avant d'investir dans un fonds de capital investissement? Alors, toujours en matière d'unité de compte, on ne peut jamais nier le risque. Et ça, le client, il doit être parfaitement informé. Il doit être parfaitement informé via son conseiller en gestion de patrimoine ou son conseiller de clientèle. Donc ça doit rentrer, en effet, dans le devoir de conseil du conseiller. Il doit mettre en garde son client vis-à-vis de ce risque. Par contre, c'est un risque qui est, alors Aurélia pourra certainement compléter, mais les conseillers ont l'habitude de faire ce genre d'informations aux clients. Et donc, il n'y a pas un risque très spécifique qui est autre que celui qui est lié aux unités de compte habituellement. Aurélia Lovadina, même question. Quel risque le CGP doit-il avoir en tête lorsqu'il propose un investissement comme celui-là aux particuliers? Alors, dans le cadre d'Altaroc, typiquement, on va vraiment sélectionner des fonds qui existent depuis plus de 25 ans, qui n'ont jamais failli. C'est des fonds qui ont un track record assez exceptionnel. Et comme on est dans un cadre de fonds, on est en plus diversifié sur 6 fonds d'exception qui n'ont historiquement jamais défailli. Tout ça pour dire que on fait en sorte que le risque lié à notre investissement, à cet investissement, soit quand même très faible. Après, si on prend un recul sur l'ensemble de la classe d'actifs, il y avait une étude qui a été faite par France Invest et HEC en 2015 qui dit que le risque de perte en capital, de perdre plus de 25% de sa mise en private equity, est inférieur à 0,5%. Donc, tout ça est lié au fait que vous confiez votre argent à un fonds de capital investissement qui est un spécialiste et qui va gérer le timing d'investissement dans les sociétés et le timing de sortie. Donc ça évite quand même de vouloir acheter au plus haut et vendre au plus bas, ce qu'on risque de faire aussi dans les marchés actions cotées. Donc le risque, c'est ou la valorisation de l'entreprise ou une faillite de l'entreprise, par exemple. Ça peut toujours arriver. Mais bon, on choisit vraiment les premiers de la classe, le premier quartile de notre sélection de fonds. Donc le risque est assez faible. Après, il y a un petit amalgame aussi sur la partie capital investissement. Nous, on ne fait pas de capital amorçage. Donc on accompagne des sociétés qui sont quand même assez matures et qui n'embarquent pas de risques technologiques. On les accompagne dans leur phase d'hypercroissance. Et donc, le risque est quand même bien plus mesuré. Merci beaucoup Aurélia Lovadina. Je rappelle que vous êtes responsable de la distribution chez Altaroc. Merci beaucoup. Merci également Dominique Collot, directrice marketing et communication chez Suravenir. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Bismart.